Hélène Carrière d'Ancos, bonjour. Bonjour. Vous publiez Des siècles d'immortalité, une histoire de l'Académie française. On va parler de cela, de vous, figure des lettres et spécialiste de la Russie. Partons de là. Quel est le lien entre les deux, figure des lettres françaises et russe passionnée, passionnante? Eh ben, je crois que le lien est très simple. C'est qu'entre la France et la Russie, il y a des liens historiques et culturels formidables et que, d'une certaine façon, la Russie a toujours passionné la France et la France est la référence pour la Russie. Donc je n'ai eu aucun mal à faire le pont. En plus, je suis bilingue, alors totalement. Enfin, je dirais j'ai 2 langues maternelles, si je peux dire, le français et le russe. Et j'ai toujours navigué entre les deux. Je rêve en russe, je rêve en français. Je crois que j'ai une exigence dans les 2 langues pour la qualité de la langue, même si mon français est certainement très supérieur à mon russe. On dit que les gens qui viennent d'une autre langue ont souvent une exigence encore plus grande, un purisme plus grand. Vous avez raison. Ils ont, parce que ils sont, je dirais, ils analysent chaque langue ou ils la sentent à l'aune de l'autre. Et ils savent que il y a une sorte de presque de compétition entre les deux, dans leur esprit et d'une façon générale. Et ils sont beaucoup plus sensibles à la beauté de chaque langue. Je crois que plus on connaît de langues, plus on est sensible à la beauté des langues. Chez vous, l'histoire est extraordinaire. Votre langue maternelle, c'est le russe. Oui, j'ai pas. Votre première langue, disons. Exactement. C'est le russe. Je suis née à Paris. Mes parents ont décidé que c'était compliqué. Ils n'avaient pas d'argent, que c'était compliqué de m'apprendre le russe, je dirais, par des moyens, en ayant une gouvernante ou n'importe quoi. Donc ils ont décidé qu'on parlerait russe. Et jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, j'ai parlé russe. Et à 4 ans et demi, ils ont décidé que le moment était venu de parler français. Et c'est formidable parce que je jouais dans les parcs publics avec des petits-enfants qui parlaient pas russe. Et à 4 ans et demi, on m'a confié à une amie de la famille que je ne connaissais pas, qui était une amie de mes parents, qui m'a emmené en Bretagne, qui ne parlait pas un mot de russe et moi pas un mot de français. Et bien ça a fait un mariage d'amour. Cette femme, je l'ai accompagnée jusqu'à sa mort, je l'ai aimée. Elle m'a appris le français. Je suis rentré chez moi 3 mois plus tard. J'étais tout près de mes 5 ans. Je parlais français impeccablement. Je récitais un nombre considérable de fables de La Fontaine et j'avais commencé à apprendre à lire. Je ne me souvenais plus du russe et en 3 jours, je me suis souvenu du russe. Que vous parlez maintenant, quand vous êtes en Russie, vous le parlez couramment. Oui. Quand vous êtes avec Vladimir Poutine, vous lui parlez russe. Quand je le vois, je lui parle russe. D'ailleurs, Et... la première fois que je l'ai vu, c'est une histoire très amusante, puisqu'il avait demandé, par l'intermédiaire de l'ambassade, à ce que je vienne le voir. Je suis donc venu, ça a été entièrement organisé. Et l'ambassadeur de France, qui était un homme charmant et qui était habitué à ce que l'ambassadeur assiste à ce genre d'entretien, a eu le désagrément de s'entendre dire « il paraît qu'elle parle russe parfaitement et par conséquent, on n'a pas besoin de vous. On sera tous les deux ». Et c'est comme ça que ça s'est passé. Quand on aime tellement la langue française, j'imagine qu'on est heurté dans le français quotidien, non? Oui, c'est dur. très désagréable. Oui. Oui, c'est désagréable Qu'est-ce qui vous choque? Je dirais toutes les facilités. Alors, ce qui me choque, c'est d'abord qu'il n'y a pas de négation, pas de point, pas d'interrogation. La langue française est très riche. Alors, un vocabulaire appauvri, une grammaire complètement déstructurée, je trouve que c'est très dommage parce que, contrairement... Écoutez, j'ai été comme tout le monde. Je suis allé à l'école, je n'étais pas meilleur élève que les autres, je me suis fait taper sur les doigts, mais avec une règle, dans mon enfance, pour les fautes d'accent. C'était pas une mauvaise chose, ça, la règle? Excellente. J'en garde un souvenir très amusé. Je n'ai jamais, au fond, je n'ai jamais eu le sentiment d'être martyrisé. Je n'ai aucun souvenir mauvais de l'école. Mais je dois dire que grâce à ça, il y a des tas de choses que je sais, et je trouve on m'a appris que c'était amusant. Et je trouve que la grammaire est amusante, que l'orthographe est amusante. Alors, comme on dit aux gens, mais c'est épouvantable, c'est tellement difficile, etc., évidemment, ils se disent, alors, il vaut mieux qu'on écrive n'importe comment, il vaut mieux qu'on parle n'importe comment. Si on ne dit pas aux gens que c'est un jeu de faire les choses bien, eh ben, on a perdu la partie. Ça veut dire que vous ne chattez pas, vous ne tweetez pas, par exemple? Non. Ça peut être très beau, un tweet, hein. Ça peut être du Racine, ça peut être court. Oui, mais ça, je dois dire que je n'aime pas beaucoup. Ouais. D'abord, j'aime écrire. Ça, c'est une première chose, c'est physique. J'appartiens à la civilisation de l'écriture. Et pas à tapoter, à écrire à la main avec de l'encre, avec tout ce qu'il faut. Et tout ça ne m'amuse pas. Et j'aime écrire en entier. Je suis une des rares personnes, certainement, qui écrivent à toutes les occasions des lettres aux gens. 22 ans d'Académie française. Oui, 21. 21. Secrétaire perpétuel depuis 2000. Ouais. Donc 12 ans. 12 ans, exactement. Comment est-ce qu'on fait pour résister à la statification vivante, pour rester curieuse, vivante Écoutez, on n'a aucune chance de se sentir statufié parce qu'on est sous l'œil de 39 confrères qui ne plaisantent pas. Si
si je me prenais au sérieux, je crains fort leurs représailles. L'Académie, c'est un club, c'est une charmante compagnie dont Richelieu, qui l'a fondée, a eu un coup de génie. Il a pensé que 40 personnes, c'était un bon chiffre. C'est lui qui a imaginé le chiffre. Et c'est en effet un chiffre formidable. C'est un chiffre idéal où à 40, on s'amuse comme des fous. 60, on s'amuse comme des fous, on est très solidaires, on partage les joies, on partage aussi les tristesses, puisque on est à l'Académie jusqu'à sa mort, c'est-à-dire qu'on accompagne les autres, on est triste quand ils disparaissent. Ça, c'est l'aspect tragique. On voit les places tout à coup oui, disparaître. Mais en même temps, je dirais qu'ils sont pour toujours dans notre vie. Donc il y a quelque chose, la notion d'immortalité, c'est un mot qui trompe totalement, mais l'immortalité, c'est que les gens sont toujours là. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est une vie commune, extrêmement... On s'amuse comme des fous. C'est ça le plus drôle. Vous êtes la première femme à ce poste de secrétaire perpétuel. Hein. Vous tenez cependant au masculin, hein, oui, Madame Le. Parce que la doctrine de l'Académie, ce n'est pas moi qui l'ai élaborée. Elle a été élaborée avant même que j'arrive à l'Académie par Lévi-Strauss, largement. Lévi-Strauss avait fait un petit article très amusant là-dessus. Et la grande, je dirais, certitude, c'est que si les métiers ont un genre, les fonctions n'en ont pas. Parce que les gens se succèdent dans les fonctions. Les métiers, c'est attaché à la personne. Voilà. Alors c'est une fonction, c'est pas un métier. On n'est pas secrétaire perpétuel de métier. Est-ce que c'est la grande affaire de votre vie, l'Académie française? Alors je vais vous dire, vous me posez une question à laquelle je vais vous répondre d'une façon un peu détournée. Je n'ai pas une grande affaire de ma vie. Je trouve qu'il faut se renouveler. J'ai été professeur. Je n'ai jamais été professeur pour des enfants, j'ai été professeur dans l'université. J'ai fait de la recherche toute ma vie. L'URSS, mais pas seulement l'URSS, le monde musulman, j'ai fait ça. Puis je suis allé à l'Académie française. Ça ne m'a pas empêché de faire mon autre métier, mais ça m'a fait une autre vie. J'ai été parlementaire européen, ça m'a aussi fait une autre vie. Alors je n'ai pas une grande affaire, j'ai eu la chance de pouvoir, à plusieurs reprises, changer d'existence. Le jour de votre élection, quand même, être élu à l'Académie française, c'est quelque chose. Anne Niva raconte qu'elle était votre élève. Oui. Elle vous a vu arriver vraiment sur un nuage. Hein. Il se passait quelque chose de... D'autant plus, et elle a tout à fait raison, que moi, je n'avais jamais pensé à l'Académie. Tout simplement parce qu'il n'y avait pratiquement pas de femmes. Il y avait une femme à l'époque que je ne pensais pas, que je n'avais jamais imaginé ça. C'est Henri III, il y a un jour, qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoutez, on voudrait vous élire, donc vous venez ». J'ai été très surprise. Jusqu'au bout, je n'y ai cru qu'à moitié, parce que j'avais vu des gens qui avaient connu des déceptions. Ça a été formidable. J'ai été enchantée, ça a été le bonheur. Champagne. C'est pas moi. Alors, je vais vous dire, Anne Niva a dû le dire. En plein cours, mes étudiants sont arrivés au séminaire avec une bouteille de champagne et des gobelets en carton. Et moi, je dois dire, j'étais professeur, j'ai été pétrifié. Je me suis dit, il est interdit d'introduire dans l'université de l'alcool. Et puis, on s'est dit, trinquons, on s'est amusé. On a consacré toute la séance à se divertir. Vous racontez l'histoire de l'Académie française, histoire passionnante, parce qu'elle épouse des grandes crises de la France et de la francophonie en général. Depuis la fondation, ce qui frappe, c'est ce côté très français de lier entre le pouvoir et les écrivains. Il y a une fascination, un réciproque. Oui, et d'ailleurs, vous avez raison que c'est tout à fait français. Parce que quand on regarde ce qui se passe maintenant, il n'y a pas un homme politique qui n'éprouve pas le besoin d'écrire un livre. Même s'il ne l'écrit pas, même s'il a été... Souvent. Hein? Mal écrit souvent. Mal écrit ou écrit par quelqu'un d'autre, c'est pas la question. Mais le pouvoir, en France, les gens croient que ça marche avec l'écriture, ce qui est c'est une blague. Mais il est vrai que c'est aussi le seul pays où, en effet, la création de l'Académie, Richelieu l'a placée tout de suite sous l'autorité du pouvoir, d'une certaine façon. Et l'Académie a passé son temps à s'émanciper du pouvoir. Mais pour commencer, elle est née en entrant dans la sphère royale. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a un lien constant, et jusqu'à maintenant, ce lien est constant. Maintenant, il est ténu, il se traduit par le fait que le chef de l'État, c'était le roi de France, ça a été Napoléon, puis ça a été le président de la République. Les chefs de l'État sont protecteurs de l'Académie. C'est un cas. Il y a d'ailleurs dans le droit français quelque chose d'unique là-dedans. Quand on est élu dans une autre académie, car il y a d'autres académies à l'Institut de France, il y a un décret qui marque que vous êtes élu. À l'Académie des Françaises, il n'y a pas un texte, rien. Le président de la République, et hier le roi, doit vous recevoir. Une fois qu'il vous a reçu, ça vaut décret. Bon, dans un pays formaliste comme la France,
que tout simplement d'avoir été serré la main du protecteur, ça suffise, c'est extraordinaire, absolument. Hein. Et ça se poursuit depuis la nuit des temps. J'avais expliqué à notre actuel président de la République, M. Sarkozy, je lui ai dit, de tous les pouvoirs régaliens que vous aviez, de tous les privilèges régaliens, c'est le seul qui vous reste. Il n'y a plus de peine de mort, donc le droit de grâce et le droit d'adouber un académicien, ça subsiste, il avait été soufflé. De Gaulle qui rêvait d'écrire comme Chateaubriand, Mitterrand qui rêvait d'écrire comme Chardonne. Aujourd'hui, quand même, la qualité du français a baissé chez les hommes politiques. Oui, parce ils vont à l'utile, Ouais. il n'y a pas de doute. On ne peut pas dire que ce soit il n'y a pas de Chateaubriand, mais Chateaubriand était écrivain avant d'être ministre des Affaires étrangères. Et De Gaulle avait une plume magnifique, mais De Gaulle appartenait à une autre génération, ça c'est incontestable. Non, tout le monde écrit d'abord les choses qui sont dictées, etc. Ça ne donne pas la même chose. Hein. Quand on regarde même les écrits d'un Chateaubriand ou ceux d'un Stendhal, on voit très bien comment ils corrigeaient, tout ça a été fait par eux. C'est toute la différence. Vous racontez des pages d'histoire de l'Académie qui sont tout à fait inédites, en particulier sur l'occupation. Hein. On a beaucoup dit que le corps s'était livré au fond à l'occupation. Vous montrez que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Oui, et parce qu'il y a eu une véritable légende autour de ça, et qui tient aux conditions de la libération. Si vous voulez, l'Académie était tout de même un corps constitué, fait de, honnêtement soit dit, dont les membres étaient des représentants de la société établie. Et, on avait le cliché des vieux réacs, hein, c'est ce qu'on disait. Oui, exactement. Et alors, quand, à l'heure de la libération, où tout de même la ligne intellectuelle française était tenue largement par le Parti communiste, le Conseil national des écrivains, etc., l'Académie a été un objet de détestation, et c'est là que s'est forgée sa légende, l'Académie de Collabo. Et moi, je n'avais pas d'idée préconçue, si vous voulez. Je savais vaguement que ça ne devait pas être vrai, parce que ça me paraissait trop simple. Mais quand j'ai plongé dans les archives, ça a été la stupéfaction pour moi, parce que je me suis rendu compte que non seulement... Bon, il y a eu quatre cas intéressants, enfin, il y a eu 2 cas. On ne peut pas dire Collabo. Le maréchal Pétain était membre de l'Académie française, mais depuis bien avant la guerre. Et il a été le protecteur. Et pour l'Académie, le grand problème, ça a été... Elle doit rentrer en rapport avec le protecteur, puisqu'elle ne peut pas faire d'élection sans avoir son aval. L'Académie a décidé, dès le début de l'occupation, qu'elle ne ferait plus d'élection. Alors c'est très dangereux, parce qu'on ne savait pas combien de temps l'occupation allait durer, et l'Académie pouvait s'éteindre de sa belle mort, tout simplement, pour ne pas avoir de rapport avec le protecteur. Il y a eu Charles Maurras. Charles Maurras d'abord était anti-allemand, tout le monde le sait. Mais enfin, il a été jugé... Et puis il y a eu 2 vrais collaborateurs, Abel Bonnard, qui a été ministre de l'Éducation nationale, et un journaliste qui était Abel Herman, qui était aussi très partisan. Ça fait 4 personnes sur 40. Mais en plus, ils n'ont entraîné l'Académie dans rien du tout. Et quand on regarde les archives, alors c'est très intéressant, parce que l'Académie a voulu marquer non seulement la différence avec Vichy, mais elle a voulu marquer qu'elle était une représentation des lettres, je dirais, bâillonnées. Et dans les discours, dans toute la distribution de prix, on mettait en lumière des écrivains résistants, et puis il y a eu des discours extraordinaires qui étaient la thématique du général de Gaulle, la France n'est pas à genoux, etc., qui était d'ailleurs assez naïf. Hein. À Paris, dire ça, c'était pas simple. Et de Carré d'Ancos, votre autre culture, c'est évidemment la Russie. Hein. Oui. Alors, origine aristocrate, russe blanc, c'est vraiment les chauffeurs de taxi à Paris, c'était le monde exactement. de vos... Ça fait partie du paysage. Ouais. Maintenant, ça fait folklorique. Je vais vous dire que quand... Et c'était pas du folklore, c'était vraiment votre famille. Mais c'était la vérité, tout à fait. C'était la vérité. Mais bon, parce que des gens étaient, à un moment donné, chauffeurs de taxi. Après, mon père a été chauffeur de taxi à un moment donné. Moi, je m'en souviens. Après, comme il a parlé 5 langues, il a fait la correspondance dans une maison de Graines, Villemorin-Andrieux, qui a encore pignon sur rue en face de chez moi. Ça m'amuse beaucoup. Bon, mais il faisait tout simplement les lettres étrangères. Hein. C'était pas une situation d'avenir. Mais c'est vrai que c'était l'immigration là, une immigration difficile parce que cette immigration-là, elle est arrivée en France à une époque qui était une époque de crise économique où on ne connaissait pas les subsides, je dirais les primes et les choses comme ça données à ceux qui venaient dans le pays. À cette époque-là, on considérait qu'une immigration, c'était des gens qui mangeaient le pain des Français. Il faut bien le dire, parce que c'était très difficile, il n'y avait pas de travail. Vous-même, vous l'avez connu, cette forme de pauvreté J'ai connu une enfance très difficile, matériellement, dont je garde, alors je dois le dire en toute honnêteté, un souvenir tout à fait facile. Non pas parce que c'était facile, mais parce que les gens autour de nous étaient comme ça. Et puis en plus, parce que j'ai entendu dire toute mon enfance, et ça, je veux saluer ce qu'a été cette émigration, parce qu'elle a été d'une dignité et d'un courage extraordinaire.
C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont rien demandé à personne. Vous savez, moi j'ai connu des grands seigneurs qui, non seulement étaient chauffeurs de taxi, mais qui étaient ouvriers chez Renault, des grandes dames. J'ai connu la nièce de l'empereur Nicolas II, qui était une vieille amie de ma mère, la princesse, la femme de Yusupov, l'assassin de Raspoutine. Je l'ai connue dans son grand âge. Mais elle fabriquait des petites poupées en fil de fer pour les suspendre dans les voitures. Bon, parce qu'elle aussi, elle n'était pas riche. Mais tous ces gens-là étaient très gais et je ne les ai jamais entendus se plaindre. Ils donnaient une image de l'existence. Ils disaient, moi c'est ce que j'ai toujours entendu dire, on m'a dit, on a tout eu. Ben, le sort vous enlève, on regarde en face. La chute était terrible. Il venait d'un monde où on avait X domestiques. On avait tout, exactement. Et puis, tout d'un coup, ça a été rien. Mais je n'ai jamais entendu un mot de lamentation. La seule, je dirais, leçon que j'en ai entendu tirer toute mon enfance, on m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, tu as une chance, tu viens d'un milieu cultivé, donc tu as un patrimoine. C'est beaucoup mieux que le patrimoine matériel, ça, on ne peut pas te l'enlever. À partir de là, tu construis ta vie. L'école, c'est fait pour ça. Et on m'a dit, tu es responsable. Tu remontes la pente ou tu ne remontes pas. Et quand j'ai été à l'Académie française, vous me demandiez ma réaction, je me suis dit, en effet, ben j'ai tout de même remonté la pente. Qu'est-ce qui est resté russe chez vous ? La passion de la culture, de la culture russe. Et je pense en général, c'est vrai, la Russie est un pays, par exemple, où un type qui va dire des poésies rassemble 1000 personnes autour de lui. C'est je dirais, ce partage culturel que c'est certainement assez russe. Je ne crois pas que ça se fasse uniquement sur commande, etc. La passion de la littérature, tout ça, c'est vrai aussi en France, mais je pense que c'est très profond. Et puis probablement, alors, parce que je vois ça sur la Russie d'aujourd'hui, j'ai été élevé dans un... Quand on n'a rien, le mépris des choses matérielles, c'est pas toujours facile. J'ai été élevé dans l'idée que les biens matériels, c'était très agréable, mais qu'il faut savoir s'en passer. Et je dirais que je n'aime pas beaucoup le matérialisme excessif. Et ça correspond certainement à un trait fondamental de la culture collective russe, qui aujourd'hui disparaît derrière les nouveaux riches, la croissance de la société de consommation. Votre regard sur la Russie aussi vous distingue un peu. Hein. Parmi tous les observateurs, vous êtes peut-être un de ceux qui ont été le plus compréhensifs pour Vladimir Poutine. Oui, absolument. Pas seulement pour Vladimir Poutine, pour la Russie telle qu'elle est sortie du système communiste. Il faut bien dire, si vous voulez, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que à partir de 1988, entre 78, quand j'avais écrit L'Empire éclaté, et 88, j'ai été banni du RSS parce que les pouvoirs soviétiques ont considéré que j'avais véritablement poussé trop loin les mauvaises paroles. Mais après, à partir de 88, j'ai pu aller tout le temps. J'ai vu le système s'effondrer, ma chance a été de pouvoir y être sous diverses formes. D'y être comme chercheur, d'y être comme parlementaire européen, après d'être associé à des tas de colloques, de tout ce qu'on voudra. Donc j'ai accompagné cette transformation et j'ai été fasciné. Ça, je dois dire. Et évidemment, je suis toujours frappé par les gens qui traitent ça par-dessus la jambe. Moi, je sais ce que ça a représenté, peut-être parce que je me suis penché, parce que j'ai un regard d'historienne, si vous voulez. Je sais ce qu'a été la longue histoire de la Révolution, je sais dans quelles conditions le changement s'est fait, et je dois dire que je suis par-dessus tout sensible, à ce que la fin d'un système totalitaire de 75 ans, il ne s'agit pas de 45, il ne s'agit pas de 50, de 75 ans, et pas importé de l'étranger comme en Europe de l'Est, endogène, d'un système totalitaire sur un espace aussi immense et avec 250 millions d'habitants, se soit déroulé sans une goutte de sang. C'est-à-dire que les gens aient réussi à prendre leur destin en main dans des conditions où leur destin et toute responsabilité leur avait été confisquée. J'ai vu vraiment ce que ces gens ont traversé, parce que ça a été le chaos dans les années 90, et j'ai très bien compris la raison du chaos. Je pense que ça n'a pas été le chaos pour le chaos, que ça a été d'une certaine façon que ceux qui étaient en place ont pensé qu'il fallait ça pour éviter le retour en arrière. Bon, Vladimir Poutine, vous le pratiquez. Qu'est-ce qu'il incarne d'après vous ? Pourquoi lui ? Écoutez, je crois qu'il est arrivé presque par hasard, parce que Boris Eltsine m'avait dit, dans les années 95-96, j'ai pas mal fréquenté Boris Eltsine, pour qui j'ai du respect, contrairement à la plupart des gens qui disent que c'était un vieil ivrogne. Moi, je pense que cet homme a incarné un courage et
lucidité politique assez étonnante. Et il m'avait dit, quand je lui ai dit qu'est-ce que vous voulez faire, il m'a dit je veux mettre en place un jour un homme qui ne soit pas qui ne soit pas le système soviétique, une nouvelle génération. Il a fait des essais. Il a essayé des tas de jeunes dirigeants, puis il y a eu la crise de 1998, il y a eu des tas d'événements qui le laissaient absolument démuni après la crise de 98. Comment est-ce que Poutine, on lui a fourgué Poutine. Et manifestement, si vous voulez, quelqu'un lui a dit, il y a celui-là. Il avait trouvé un garçon qui s'appelait Kirienko à la veille de la crise de 98. La crise a cassé ce garçon qui était très bien aussi et qui aurait pu faire un bon dirigeant. Bon, il s'est retrouvé comme ça. Et arrive ce Poutine, dont il ne savait pas grand-chose d'ailleurs, dont nous avons une idée caricaturale, enfin le KGBiste, etc. En fait, c'est un fonctionnaire du KGB à l'époque où le KGB était une bureaucratie relativement la moins inefficace du système. Bon, souvent, c'était les meilleurs éléments qui allaient au KGB. C'était, je l'ai dit et ça a été souvent repris, c'était l'ENA de l'URSS, tout simplement parce que là, au moins, ça fonctionnait à peu près. Bon. Et Poutine est, à mon avis, moi, le voyant, je dirais périodiquement, moi, j'ai toujours été frappé par le fait c'est un homme qui a incontestablement une obsession. Il aime son pays. Alors, j'ai dit ça un jour sur un plateau de télévision, je dis c'est un patriote. Quelqu'un m'a sauté à la gorge, m'a dit, vous vous rendez compte quelle horreur? Je dis, écoutez, aimer son pays, être patriote, c'est aimer son pays. Ça me paraît tout de même dans l'ordre des choses. Il a pris en main un pays qui traversait une crise très difficile, qui avait eu le désastre, les années troublées, 90. Il savait qu'il était méprisé par le monde entier, qui avait été un immense pays et qui n'existait plus, dont les gens étaient désespérés. Bon, il s'est donné pour tâche de le reconstruire. Et d'une certaine façon, il n'a pas tout réussi, loin de là, mais je dirais que ce qu'il a fait, c'était obsédé par l'idée qu'il fallait travailler pour le pays. Ça ne me paraît pas si mal que ça. Alors après, incontestablement, il a développé... il avait une ambition personnelle, et je dirais que nous sommes dans un épisode tout à fait nouveau, c'est-à-dire que le pays est reconstruit, encore qu'il pense qu'il peut bien le conduire, et il a envie d'être président à nouveau. 6 ans, peut-être 12. Oui, sûrement pas 12, c'est sûrement pas 12, mais je dirais que ça, c'est... Est-ce qu'on connaît beaucoup d'hommes politiques, au fond, il ne faut pas oublier qu'il a laissé la présidence simplement parce qu'il n'était pas obligé. La Constitution l'y obligeait, et il n'avait droit qu'à 2 mandats, mais il y avait une pression formidable pour qu'on modifie la Constitution, pour qu'il puisse rester, parce que les gens se disaient qu'il était efficace. Il l'a laissé. Et moi, je me souviens de Poutine, que j'avais vu dans des réunions de travail. Après ça, pendant 2 ans, il me paraissait, je dirais, mélancolique. On voyait son regard, on voyait bien que ce n'était pas le même. Et puis se rapproche l'échéance, là, on l'a vu revivre. Et là, je me suis dit, tiens, il en voudra encore. Bon, à 57 ans, on peut avoir envie du pouvoir encore. Hélène Carré-Dancos, vous êtes à Genève à l'invitation du professeur Dusan Sidjanski. Vous êtes de ceux qui disent la Russie regarde vers l'Europe. Jamais elle ne se tournera vers l'Asie. Quand même, c'est l'Europe. Je vais vous dire, j'ai un raisonnement en 2 morceaux. Je dis, fondamentalement, l'identité de la Russie, c'est l'Europe. Et elle ne peut pas quitter l'Europe. Mais, stratégiquement, compte tenu de l'état du monde, elle a dans son panier, une carte, qui est sa position asiatique aussi. C'est-à-dire que la stratégie, c'est de jouer sa position eurasiatique pour se faire admettre dans le club européen. Et finalement, de quel côté elle versera? À mon avis, elle ira vers l'Europe, mais elle ne cessera pas d'être un pays eurasiatique, tout simplement parce que le monde a changé. Et que, où est le centre du monde aujourd'hui? C'est en Asie, il n'y a pas de doute là-dessus. Et Poutine, c'était au début novembre, donc avant de la campagne présidentielle, avait écrit un grand article, très impressionnant, très long, sur l'union d'Eurasie, l'unité eurasienne. Et on voit bien, très bien qu'au fond, ce qu'il essaie de reconstituer, ce n'est pas du tout un empire. Mais c'est ce paysage où il y a la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Ukraine. Il rêve de l'Ukraine aussi, et qui constitue une espèce de bloc dans le monde ouvert sur l'Europe et l'Asie. Hélène Carré-Dancos, merci. Vous êtes en civil, là. Il faudrait vous voir en habit vert pour profiter pleinement. Vous me voyez dans le train en habit vert, mais votre invitation me touche beaucoup. Un jour, je viendrai en habit vert. Alors, volontiers. Il a été dessiné par Cardin, c'est bien ça? Il a été fait par Cardin. On choisit ses symboles, Lesquels vous avez choisi? On choisit les symboles sur l'épée. L'habit, il est réglementaire. C'est pas la forme
La forme des hommes est réglementaire. La forme des femmes n'est pas... elles peuvent un peu varier. C'est-à-dire, moi, j'ai pris tout simplement pour la forme le costume d'académicien tel qu'il a existé à l'époque de la Restauration, que je trouve beaucoup plus élégant que ce qu'il est maintenant, beaucoup plus léger. Et les symboles, c'est sur l'épée. Mais les broderies, les palmes, tout ça, c'est réglementaire. Il y a un décret napoléonien. Comme symbole? Alors, comme symbole, j'ai le coq gaulois, j'ai la main de Clio, l'histoire. J'ai le drapeau de Saint-André, c'est je dirais, le symbole de Moscou. J'ai la toison d'or, le mouton de la toison d'or, c'est le Caucase de mon père, c'est le pays de la toison d'or. Et puis, j'ai le yin et le yang, le scarabée de vie, et le yin et le yang, c'est-à-dire le débat éternel. Merci, Hélène Garde-Encausse. C'est moi qui vous remercie. Et j'ai une devise qui vient du sermon sur la montagne, parce qu'on a toujours une devise, heureux les pacifiques. Merci, on garde la leçon. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre invitation.